Niché au milieu de vastes terres agricoles dans la province du Zhejiang, ce village apparemment ordinaire recèle un secret étonnant. Derrière chaque porte, on risque de se retrouver face à face avec l'une des terreurs ancestrales de l'espèce humaine, des serpents. Non seulement ils coexistent avec, mais les habitants élèvent même des serpents, comme on élèverait des poules ou des cochons. Plus de 3 millions d'entre eux sont élevés chaque année dans le village, par 160 familles, soit environ 800 personnes. Tout ça a lieu dans une zone de moins d'1 km². Il y a des serpents partout, dans les salons, dans les chambres. Ces créatures redoutables y sont considérées comme des jouets et des animaux de compagnie, même par des enfants de 3 ans. En 30 ans, on a élevé dans cette région plus de 100 millions de serpents. La Chine représente 70% du marché mondial de l'élevage de serpents, dont 20% proviennent de ce seul village. Tout a commencé dans les années 1970. Un fermier local, Yang Hongchang, a été frappé par une maladie de la colonne vertébrale à l'âge de 18 ans. Bien qu'il ait dépensé toutes ses économies en traitement, son état ne s'arrangeait pas. Comme il vivait dans le village le plus pauvre de la région, Yang avait accès à une offre médicale très limitée. Voyant son désespoir, un praticien de médecine traditionnelle chinoise lui a suggéré un remède peu conventionnel, attraper des serpents et en faire du vin. Les serpents étant considérés comme des ingrédients rares et coûteux à l'époque, Yang n'avait pas d'autre choix que de les attraper lui-même. Heureusement, les serpents n'étaient pas rares dans le coin. Étonnamment, après 3 ans passés à attraper et à manger des serpents, Yang a remarqué une amélioration de ses symptômes. De plus, il était devenu un redoutable chasseur de serpents qu'il vendait ensuite aux marchands locaux spécialisés dans les ingrédients médicinaux. Les serpents valaient cher à cette époque, ce qui permettait à Yang d'engranger de substantiels bénéfices. Cependant, le nombre de serpents a fini par diminuer, jusqu'à ce qu'il devienne impossible d'en attraper ne serait-ce qu'un seul par jour. Yang a alors décidé d'en élever. En 1985, il a investi ses économies dans la création d'un élevage de serpents. Après quelques difficultés financières, Yang a appris de ses erreurs et il a rapidement connu le succès. Il a commencé avec une seule espèce, puis il a étendu son activité à de dangereux serpents venimeux. Les serpents semblent vraiment apprécier la région. Le village est réchauffé par la brise venue du Pacifique et en été, il y pleut beaucoup, 1400 mm, soit plus du double de la moyenne nationale. De plus, il se trouve dans une région chaude et humide, traversée par de nombreux cours d'eau. La température y est d'environ 20 degrés toute l'année. Il y a également de nombreuses grottes qui abritent des serpents. En fait, c'est l'endroit idéal pour eux. Il faut savoir que Yang n'a pas été le premier à se lancer dans l'élevage de serpents en Chine. La concurrence était rude, des centaines de villages élevaient des serpents. Certains le faisaient pour fournir les restaurants, tandis que d'autres, dont Yang, avaient un objectif médicinal. Se concentrer sur l'industrie médicinale a porté ses fruits, faisant du village de Yang le premier village de serpents de Chine. Il y a peu, les habitants de la région étaient dans le besoin, mais aujourd'hui, nombre d'entre eux gagnent des centaines de milliers de yuan par an. Rien qu'en 1983, Yang Hongchang lui-même a gagné plus de 140 000 yuan. À l'époque, une famille ordinaire gagnait à peine 10 000 yuan par an dans le village. Un autre fermier, Yang Xiubang, 46 ans, élève des serpents chez lui depuis plus de 20 ans et il affirme que ses revenus augmentent chaque année. La demande de médecine traditionnelle chinoise est en effet toujours forte, et c'est à ça que servent la plupart des serpents qu'on élève. On prélève notamment leur foie et leur vésicule biliaire. En outre, des produits à base de serpents sont exportés dans le monde entier, surtout vers les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et la Corée du Sud. Les peaux sont vendues en France et en Italie pour la maroquinerie de luxe. Après avoir travaillé quelques années dans une entreprise pharmaceutique, un autre homme a décidé de changer de voie et de se consacrer à l'élevage de serpents. Cette nouvelle entreprise s'est révélée très lucrative, faisant de lui l'un des meilleurs éleveurs de serpents du village. Ses revenus annuels s'élevaient à 400 000 yuan grâce à la production de plus de 2 tonnes de serpents par an. Dans ce village, 90% des familles ont un lien avec les serpents, pour une population totale d'environ 600 personnes. Au cours des dernières années, comme dans de nombreux autres villages, la population a diminué. Au début, lorsque personne ne s'attendait à voir le village devenir un haut lieu de l'élevage de serpents, Yang mettait simplement des serpents mâles et femelles ensemble.
Il laissait la nature suivre son cours. Mais ça se passait mal, il y avait beaucoup de pertes. Des recherches approfondies sont maintenant menées sur la reproduction, la sélection des femelles, le régime alimentaire et la meilleure façon de faire éclore les œufs pour obtenir un taux de survie élevé. Après son échec initial, Yang a amélioré le processus d'incubation des œufs en veillant à ce que des soins soient prodigués tout au long de la période. En l'espace d'1 an, le taux d'incubation réussi est passé à 80%. Yang a élevé plus de 30 000 serpents qu'il a vendus à des sociétés pharmaceutiques à bon prix. Le fait est qu'élever des serpents est un bon plan. Ils grandissent rapidement, ils deviennent adultes tôt et ils se reproduisent en abondance. Ils demandent peu d'entretien, ils sont de bons compagnons et ils passent leur temps dans les arbres, ce qui demande peu d'espace. Certes, ils ont besoin de beaucoup de protéines, mais en raison de leur métabolisme rapide, tous les nutriments qu'ils consomment alimentent leur croissance. Ils utilisent l'énergie solaire pour stimuler les processus métaboliques lorsqu'ils se prélassent au soleil ou sous des lampes à UV. En outre, leur système digestif puissant leur permet de digérer les os, ce qui entraîne une production minimale de déchets et de gaz à effet de serre. Ils n'ont pas non plus besoin de beaucoup d'eau. On les nourrit de petites créatures telles que grenouilles, souris, oiseaux et anguilles. On peut également leur donner des poussins et des canetons nouveau-nés. Par ailleurs, les fermiers confectionnent des saucisses pour serpents à base de restes issus de l'élevage de porcs et de volailles. Les serpents peuvent se montrer très agressifs à l'heure du repas, se disputant la nourriture avec un tel acharnement qu'il vaut mieux être prudent. Parfois, ces combats peuvent aller jusqu'au cannibalisme, d'où la nécessité pour les éleveurs d'être attentifs. Impossible de se lancer dans l'élevage sans une formation sérieuse. Les ouvriers agricoles suivent une formation de 3 mois avant d'être autorisés à s'occuper des serpents. Dans le cas contraire, les choses peuvent mal tourner, tant pour les humains que pour les serpents, car il est risqué de s'occuper de ces créatures dangereuses. Certains éleveurs, forts de plusieurs années d'expérience, ont perfectionné leurs compétences au point qu'elles semblent presque magiques. Par exemple, une simple pincée de sable peut leur apprendre si l'humidité est propice ou non. Pas besoin de gadgets quand on a des doigts. Tout bon éleveur vous dira qu'il est possible de loger environ 100 kg de serpents dans un espace de 100 mètres carrés. Oui, dans ce domaine, on compte les animaux au poids. Lors de la construction d'un élevage, il faut tenir compte des espèces et de leurs habitudes naturelles. Aménager l'environnement en fonction de leurs besoins facilite l'alimentation, la mue et l'accouplement. Par exemple, certaines espèces préfèrent un emplacement à flanc de collines orienté vers le nord ou le sud avec beaucoup d'ombre, de calme et à proximité de sources d'eau. Mais pour d'autres, comme les vipères, il faut plutôt des plaines, des collines, des vergers ou des jardins avec un accès facile à l'eau. Des barrières d'au moins 80 cm de haut entourent les élevages et les trous sont bouchés à l'aide de ciment pour empêcher les rats de creuser et les serpents de s'enfuir. Si nécessaire, les murs intérieurs peuvent être divisés en plusieurs parties. Certaines espèces doivent vivre seules, tandis que d'autres s'entendent bien ensemble. Mais il faut toujours s'assurer que les coins de l'enclos ont des bords arrondis pour empêcher les serpents de grimper. Et mieux vaut avoir 2 portes, une qui s'ouvre vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur pour empêcher les serpents de s'échapper. On peut aussi se passer complètement de portes et utiliser un escabeau pour entrer et sortir. Les serpents ont le sang froid et il est donc essentiel de surveiller la température de la pièce où ils vivent. Il faut la maintenir aux alentours de 28 à 30 degrés Celsius. S'il fait trop chaud ou trop froid, les serpents peuvent devenir léthargiques, voire succomber à la chaleur ou au froid extrême. Il est important de veiller à leur confort en été. Il faut absolument une pièce qui reste chaude en hiver et fraîche en été, en tenant compte de la conception et de l'emplacement de l'élevage. Pour aider les serpents à rester au frais en été, on peut aménager des endroits ombragés avec de la végétation et les asperger d'eau le matin et le soir. Il est également conseillé de prévoir des abris où ils pourront se cacher du soleil. Un enclos typique est équipé de nids confortables, de bassins, de fossés, de zones d'alimentation peu profondes, de tas de pierres et d'espaces réservés à la ponte et à l'éclosion. Les nids se présentent sous différentes formes, certains ressemblant à une tombe ou à une grotte. Ils mesurent environ 50 cm de haut pour 50 cm de diamètre intérieur. Il est essentiel que le toit soit étanche à la pluie tout en permettant l'observation, le nettoyage et l'accès aux serpents. La base doit être partiellement enfoncée dans le sol, remplie de sable ou de foin.
Chaque nid doit comporter 2 ouvertures, dont l'une orientée vers le sud ou le sud-est pour permettre aux serpents de ramper librement. Un tel nid permet d'abriter 10 à 20 serpents de taille moyenne. Lorsque les températures s'écartent trop de la norme, la routine des serpents peut en être affectée et les empêcher d'hiberner correctement. Certains éleveurs pensent que maintenir les serpents actifs pendant l'hiver leur permettrait de réaliser des bénéfices plus importants. Mais d'autres affirment que s'ils ne se reposent pas pendant l'hiver, leur capacité à se reproduire en sera affectée pendant plusieurs années. C'est logique, quand on est épuisé, on n'a pas envie de faire des bébés. Ainsi, les serpents du village ne se reproduisent pas pendant une période de plus de 3 mois. Après que leur venin a été prélevé ou qu'ils se sont reproduits, ils finissent sous forme de viande ou de pilules et autres produits médicinaux. Si l'on prête aux serpents des vertus curatives, ils ne sont pas pour autant immunisés contre les maladies. C'est rare, mais dans les fermes où la densité de serpents est trop élevée, des mesures préventives telles que des vaccinations ou l'ajout de médicaments à leur nourriture sont nécessaires. Et avant d'ajouter un nouveau serpent à un groupe, on lui donne un bain rapide pour s'assurer qu'il est propre et dépourvu de substances nocives ou contagieuses. On en profite pour vérifier s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle en appuyant sur un point précis à la base de sa queue. Les élevages comptent environ 90% de femelles pour 10% de mâles. Il y a encore quelques subtilités, comme le fait que les serpents aiment beaucoup l'eau. Il leur faut des bassins bien remplis, dont l'eau doit être changée régulièrement afin qu'elle reste propre. Par temps chaud, les serpents doivent pouvoir se rafraîchir, sinon ils ne survivent pas. Sans oublier des astuces plus surprenantes. Un exemple, quelques jours avant la ponte, il faut coudre la bouche des femelles pour éviter qu'elles ne dévorent leur progéniture. L'alimentation des serpents a quelque chose d'intéressant. Elle suit un programme assez strict. Il faut les nourrir une fois par semaine de mai à novembre. Mais le plus important, c'est les mois de mai, juillet et octobre. Mai correspond à la période de gestation, qui nécessite un surcroît d'énergie. Juillet est la période de ponte, qui demande également beaucoup de nourriture pour la récupération. Enfin, octobre est crucial pour le stockage des nutriments avant l'hibernation. Il est essentiel de veiller à une bonne alimentation pendant ces 3 mois pour assurer la survie des serpents. Pas étonnant qu'il ait fallu un peu de temps à Yang, le gars du village, pour comprendre. Vous saviez qu'un serpent mâle peut s'accoupler avec 5 à 8 femelles. Une fois l'accouplement effectué, il est nécessaire de séparer les mâles et les femelles. Au contraire, quand les femelles s'occupent de leurs œufs, il ne faut surtout pas les déranger. Elles couvent patiemment pendant 24 à 30 jours, jusqu'à ce que les petits serpents éclosent et s'éloignent. Mais revenons-en au volet financier. L'élevage de serpents présente un avantage. La totalité de l'animal a de la valeur, rien ne se perd. La partie la plus précieuse est le venin, qui se vend entre 415 et 690 € le gramme, de 3000 à 5000 yuan. Les serpents les plus recherchés sont les nouveau-nés de serpents à bandeau rouge. Les éleveurs les vendent aux entreprises pharmaceutiques lorsqu'ils sont âgés d'environ 1 semaine et qu'ils effectuent leur première mue, car c'est à ce moment-là qu'ils ont la plus grande valeur médicinale. Les serpents à rayures noires sont également populaires et étonnamment, certaines vipères sont très prisées pour leur venin extrêmement précieux. Il est fascinant de constater tout ce qu'on peut extraire des serpents à des fins médicinales. Viande, vésicules biliaires, venin, huile et peau, chacun ayant des effets curatifs distincts. L'huile est utilisée pour traiter les affections cutanées et les brûlures, et le vin de serpent, comme dans le cas de Yang, s'avère efficace contre les maladies que la médecine officielle peine à guérir. Selon les adeptes de la médecine traditionnelle chinoise, la prise d'une pilule de foie de serpent avant de boire minimiserait les dommages au foie. Bien que cette notion ne soit pas étayée par la science, certains affirment que ça fonctionne. La consommation de vin de serpent est censée renforcer le système immunitaire, et la soupe de serpent, un plat courant en hiver, remplit la même fonction. La peau de serpent est censée soulager les maux de dents et le vitiligo, tandis que le sang est utilisé comme analgésique et pour les problèmes articulaires. Les os, quant à eux, sont censés aider à lutter contre la tuberculose et à soulager les faiblesses physiques. La vésicule biliaire est réputée éliminer les mucosités, réduire la fièvre et même améliorer la vue. Bref, personne ne serait choqué si j'affirmais que les serpents permettent de soigner les pieds plats, la calvitie et la dépression. Les serpents étaient un plat populaire dans la province méridionale du Guangdong avant que le SRAS ne frappe la Chine continentale à la fin de l'année 2002.
L'une des premières victimes ayant été un vendeur de serpents et de poulets, la viande de serpent est aujourd'hui moins présente sur les tables. Mais certains éleveurs en ont tiré profit, car les entreprises pharmaceutiques sont prêtes à payer plus cher que les restaurants. Pourquoi ? Car en Chine et ailleurs dans le monde, la médecine traditionnelle jouit d'une grande popularité, et les remèdes à base de serpents y jouent un rôle crucial. Des millions de gens ont recours à la médecine traditionnelle chinoise et à des thérapies similaires. À Hong Kong et en Chine continentale, 60% des gens ont consulté un praticien de médecine traditionnelle au moins une fois. Des enquêtes récentes indiquent qu'entre 60 et 75% des habitants de Taïwan, du Japon, de la Corée du Sud et de Singapour ont recours à la médecine traditionnelle au moins une fois par an. La médecine traditionnelle chinoise est une très ancienne pratique qui est encore utilisée aujourd'hui après avoir été affinée au cours de siècles d'expérimentation. Avant les années 1800, elle dominait le paysage médical en Chine, puis les missionnaires anglais ont introduit dans la région les outils médicaux, traitements et médicaments modernes. Dans les années 1950, la médecine traditionnelle a regagné en popularité en Chine car le gouvernement appréciait son caractère accessible par rapport à la médecine scientifique. Aujourd'hui encore, les personnes âgées issues des zones rurales et n'ayant pas fait d'études ont tendance à préférer la médecine traditionnelle. Elles sont souvent confrontées à des problèmes cardiaques, respiratoires ou encore au cancer, à l'inflammation de la prostate, à l'arthrite et à divers troubles du système nerveux. À Hong Kong, 63% des habitants croient fermement en l'efficacité de ces remèdes, 24% seulement se déclarent sceptiques. Les choses sont compliquées dans les zones rurales car 40 à 60% des fermiers n'ont pas les moyens de s'offrir des soins médicaux. Sans assurance, les traitements coûtent trop cher. La médecine traditionnelle est une option plus économique. Et si on n'a pas de quoi acheter un serpent, on peut toujours en attraper un. Vous voyez l'idée. C'est parce qu'elle est abordable que la médecine traditionnelle règne en maître en Chine. Les serpents sont parfois étonnamment bon marché. On raconte l'histoire d'une Chinoise qui voulait s'essayer à la fabrication de vin de serpent traditionnel. Elle a acheté un serpent sur internet, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'un bongare rayé, l'un des serpents les plus dangereux au monde. La femme a ignoré les avertissements du vendeur et elle s'est fait mordre au doigt, ce qui a entraîné sa mort. En théorie, les sites internet sont pas autorisés à vendre des animaux sauvages et les administrateurs des forums suppriment les messages de ce type, mais les clients peuvent toujours s'adresser ailleurs. Si quelqu'un cherche à acheter un serpent, il trouvera un moyen. Bien qu'illégale, la vente et l'expédition d'animaux vivants sont étonnamment simples, presque autant que l'envoi d'un vêtement. Les sociétés de livraison, même si elles refusent officiellement de tels colis, les transportent quand même discrètement. Un jour, quelqu'un a envoyé par la poste 3 serpents venimeux de Chine au Canada. Et pas n'importe quel serpent, il s'agissait d'une espèce dont le venin n'a pas d'antidote au Canada. 2 des serpents n'ont pas survécu, mais le dernier, une vipère effrayée, a tenté de s'enfuir. Heureusement, on a fini par l'attraper. En Chine, les gens ne se soucient pas vraiment de transporter des serpents dangereux. Ils les mettent simplement dans une boîte en plastique ou dans un seau muni d'un couvercle, comme si de rien n'était. Les éleveurs eux-mêmes ont une meilleure conscience des risques. Lorsqu'ils sont mordus par un serpent venimeux, certains éleveurs renoncent complètement à leur activité. Le traumatisme et la peur sont tout simplement trop difficiles à gérer. Et en travaillant dans une telle ferme, le risque n'est jamais nul. Chaque tâche comporte ses propres risques, sauf peut-être la manipulation de serpents déjà morts. Lorsque les serpents sont vivants, les éleveurs portent des gants en caoutchouc, mais ils doivent parfois les enlever. Et ne croyez pas que seules les morsures de serpents venimeux sont dangereuses. Même une morsure sans venin peut entraîner une maladie grave, comme le tétanos. Il existe également des éleveurs qui savent que quoi qu'il arrive, ils vont se faire mordre. Alors ils travaillent sans grande protection, et ils ne semblent pas s'inquiéter du danger. Après une morsure, de nombreux éleveurs ne vont même pas à l'hôpital. Ils se contentent d'extraire le venin, de laver la morsure à grande eau et d'appliquer un remède issu de la médecine traditionnelle. Pas étonnant que certains meurent s'ils essaient de se soigner avec des plantes au lieu d'aller à l'hôpital se faire injecter un antidote. Travailler avec des serpents est épuisant en raison de la menace constante qu'ils représentent. C'est pourquoi certains ne supportent pas de le faire toute l'année. C'est compréhensible car le stress prolongé n'est pas bon pour la santé et même la médecine traditionnelle chinoise ne peut y remédier.
Et que dire de ce cas? Un éleveur chinois a été mordu au doigt par un serpent venimeux. Sans hésiter, il s'est sectionné le doigt, il l'a enveloppé d'un tissu et il a parcouru 80 km pour se rendre à l'hôpital afin d'y être soigné. Ça semble plein de bon sens, mais les médecins ont quand même été un peu choqués. Le serpent en question n'avait pas injecté beaucoup de venin, l'homme n'avait donc pas besoin de couper quoi que ce soit. On lui a administré un médicament, on a nettoyé et pansé sa blessure et on l'a renvoyé chez lui. Malheureusement, les chirurgiens n'ont pas pu recoudre le doigt, l'homme l'avait oublié sur place. Voici maintenant une anecdote révélatrice. Les médecins chinois affirment que 30% des gens qui vont à l'hôpital après avoir été mordus par un serpent font d'abord appel à l'automédication. Certains se coupent les doigts ou les orteils, d'autres se font un garrot avec une corde ou du fil de fer, et certains tentent même d'éliminer le venin en se brûlant la peau. Pour être clair, ne faites pas ça, et n'aspirez pas non plus le venin. Autre détail important, l'installation d'un élevage ne se fait pas n'importe où. Il faut obtenir une licence, car l'élevage de serpents comporte sa part de risque. Et pour demander cette licence, il faut disposer d'une licence d'apprivoisement et d'élevage d'animaux sauvages. Oui, il faut une licence pour obtenir sa licence. De plus, il faut remplir un grand nombre de formulaires et autres documents administratifs. La création d'un élevage de serpents est une tâche difficile et coûteuse, surtout compte tenu de tout ce dont les serpents ont besoin pour se reproduire. C'est pourquoi certains optent pour une solution plus simple, les boîtes à serpents. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ces boîtes doivent être suffisamment ventilées et éclairées. En fait, leur usage n'est pas franchement légal. Tsai Yong, un entrepreneur chinois, a eu l'idée géniale d'acheter 3000 œufs de cobra et d'élever les serpents dans une ancienne école à l'aide de cages de fortune faites de contreplaqué, de briques et de grillages. Vous devinez la suite, 160 serpents se sont enfuis par un trou dans le mur, semant la panique parmi les villageois. Le gouvernement a assuré qu'il avait capturé tous les serpents, mais les gens qui ont trouvé un serpent dans leur salle de bain n'étaient pas tout à fait convaincus. A plus.